Innover, c'est toujours un parcours du combattant. Il faut la vision de l'inventeur, l'audace du pionnier et la ténacité de l'entrepreneur. Le prochain intervenant incarne tout cela. Il a en plus connu plusieurs vies professionnelles. Je vous demande d'applaudir le neurochirurgien et président fondateur de Kairos Medica, le docteur Maxime Ross. 2 milliards. 2 milliards. C'est le nombre d'individus qui n'ont pas accès à la chirurgie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, pour ne serait-ce que maintenir cette couverture sanitaire pour le moins insuffisante, il faudrait au minimum doubler le nombre de professionnels d'ici à 2030. Il faut 15 ans pour former un chirurgien. Ce qui voudrait dire donc former plus en moins de temps. Comment apprend-on un geste technique chirurgical? Au-delà de tout ce que fait le chirurgien, si on se consacre sur la technique, comment on apprend un geste? En fait, c'est la même chose depuis l'enfance. Il y a 2 étapes. Mimétique, je vois, et constructiviste, je fais. Lorsque je montre à un enfant une forme ronde et que je la mets dans une boîte, l'enfant me voit faire, puis il va se saisir de la forme ronde, c'est le mimétisme, il va essayer de le mettre dans le carré, ça ne marche pas, le triangle, ça ne marche pas, le rond, ça marche. Il a appris, l'apprentissage essai-erreur, c'est le constructivisme. Alors, regarder quelqu'un faire, puis reproduire soi-même ensuite, ça va bien, bien entendu, pour des gestes simples. Mais dès lors qu'on est sur des gestes plus fins, une motricité plus complexe, ce n'est pas la même histoire. Et d'ailleurs, tout simplement, quand on veut montrer à un enfant comment découper un morceau, l'adulte, naturellement, se met au-dessus de l'enfant et lui montre dans l'assiette comment faire, et donne à l'enfant en plus le bon angle de vue, ce qui est primordial. Je vois, je fais. Chez le chirurgien, le constructivisme, c'est quoi pour les chirurgiens? C'est l'organisation des ateliers, des workshops, des cadaver labs, là où on va pouvoir s'entraîner sur des coordonnées à la science, par exemple, des simulateurs chirurgicaux pour pouvoir faire. Et le mimétisme, alors, à quoi cela correspond? Je suis au bloc opératoire, j'assiste le mentor. Et en fait, c'est passé exactement de cette façon-là pour moi-même, lorsque j'ai fait un tour de France, un compagnonnage chirurgical pour me former auprès des experts, pour pouvoir apprendre de chacun sur spécialisation. Et en fait, on apprend en étant au bloc opératoire, en train d'assister son mentor. L'autre possibilité sont des vidéos qui, des fois, sont tournées d'une façon, des fois des angles de vue qui sont plus ou moins improbables, on va dire, parce qu'on cherche à capter les détails de la procédure, essayer de comprendre exactement quels sont tous ces détails. Et finalement, il a été montré dans la littérature que si j'étais capable d'apprendre selon l'angle de vue de celui qui était en train d'exercer, on pourrait réduire les erreurs jusqu'à 50%. Ben oui, c'est du bon sens. Parce qu'en fait, quand je suis au bloc opératoire, j'apprends en étant à côté au départ, lorsque je visualise. Et dans le pire des cas, je suis en face. Et en fait, j'apprends tout à l'envers. Et il faudrait pouvoir apprendre dans le bon sens. Et c'est ainsi en fait qu'on se forme progressivement. C'est le mentor qui progressivement va nous donner les instruments et petit à petit nous laisser faire une partie d'intervention jusqu'à ce qu'on devienne nous-mêmes l'opérateur principal. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend toutes les étapes de la procédure parce qu'on a l'angle de vue qui nous permet de vraiment comprendre tous les détails qui nous échappaient jusque-là. Ça met énormément de temps et peut-être des fois un peu risqué. Il y a 10 ans, j'étais engagé dans une carrière universitaire. Donc, au-delà de faire la pratique chirurgicale, il y avait l'aspect recherche et l'aspect enseignement. J'avais à cœur de trouver un moyen de pouvoir faciliter les transmissions des savoir-faire techniques. Au même moment, j'ai eu la chance d'avoir accès à des casques de réalité virtuelle immersifs qui n'étaient pas encore disponibles pour le grand public. Et j'étais subjugué par cette capacité qu'avait cette technologie de pouvoir nous envoyer ailleurs, nous projeter dans un autre environnement, dans un autre temps présent. Cette nouvelle innovation avait une capacité qui allait nous permettre potentiellement, ça restait à démontrer, d'améliorer la pédagogie. Alors, au tout départ, c'était une histoire de gamers, des gens qui font des jeux vidéo. Donc, au tout départ, des gens ont créé des jeux vidéo sérieux, des serious games, sur lesquels les chirurgiens allaient pouvoir s'entraîner en réalité virtuelle immersive à pratiquer le geste. Le constructivisme, on y revient. Une autre façon de simuler. Mais
Quid du mimétisme? Cette fameuse première partie dont je vous ai parlé, qui en fait est celle qui prend beaucoup de temps et pour laquelle on n'a pas de réelle innovation. Que faire? Prendre toutes les vidéos des plateformes chirurgicales ou de YouTube, Dailymotion, les mettre en réalité virtuelle? À quoi bon? Nous avons une innovation. Il faut pouvoir optimiser l'utilisation de ces fonctionnalités. Et ce casque pouvait permettre autre chose. Capter le point de vue première personne, l'enregistrer. À ce moment-là, ça devenait de plus en plus facile avec des GoPro. Donc j'ai mis une GoPro sur la tête pour filmer d'abord le point de vue première personne. Et le casque, cette innovation, permet d'avoir de la 3D, du relief. Donc au lieu d'avoir une seule caméra, on en a mis deux, une pour chaque œil, et venir filmer ainsi l'angle de vue du chirurgien. Après avoir filmé, édité ce film, au lieu de le regarder sur un écran classique à plat, le mettre en réalité virtuelle immersive. Et là, c'est la révélation. D'un coup, je me retrouve non pas en train de visualiser une scène, mais de vivre émotionnellement une expérience, au travers des yeux de celui qui l'avait réalisée. J'entends ses commentaires qui expliquent les différentes étapes de la procédure. Je vois ses mains qui ne sont pas les miennes, mais qui progressivement les deviennent. Et même si je ne réalise pas moi-même la procédure, mon cerveau enregistre déjà comme si je l'avais faite. Et nous l'avons prouvé. 65% de réduction d'erreurs, diminution du temps de réalisation de la procédure, nous atteignons l'efficience dans la transmission de ce savoir-faire. Alors, vous me direz, oui, mais la réalité virtuelle, ça coûte cher. Ça dépend. Ça dépend comment vous créez le contenu. Oui, mais il y a un investissement indéniable initial en équipement. Ça, je vous l'accorde. La preuve en est. Qui, ce soir, est venu avec son casque de réalité virtuelle? Qui? Tous. Tous. Vous avez tous dans votre poche un smartphone. Si vous le glissez dans un petit casque en carton ou en plastique de 5 à 15 euros, vous pouvez avoir accès à des tutoriels immersifs en réalité virtuelle. Ainsi, nous avons la capacité de pouvoir créer de façon exhaustive du contenu et de pouvoir la déployer massivement. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons déjà plus de 200 tutoriels qui ont été créés pour les professionnels de santé, aides-soignants, infirmiers, médecins, chirurgiens. Et nous pouvons bien entendu les déployer. Nous en faisons maintenant plus de 15 par mois, dont l'objectif étant de réaliser une encyclopédie médico-chirurgicale immersive permettant de donner à tout un chacun l'accès au bon geste au bon moment. Qui plus est, ces vidéos, qui à l'heure actuelle peuvent permettre à des professionnels de mieux comprendre, à l'heure de l'intelligence artificielle, servent aussi à alimenter des programmes qui vont eux-mêmes mieux comprendre les différentes étapes de la procédure pour permettre de mieux assister le chirurgien et avoir une forme de copilotage. Je vous l'accorde, ce n'est pas demain qu'on va permettre aux 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à la chirurgie de pouvoir consulter un chirurgien référent spécialisé. Mais dites-vous bien quelque chose, si 45 procédures, c'est défini par l'OMS, 45 procédures étaient transmises de façon ciblée et correcte sur cette planète, on pourrait sauver jusqu'à 2 millions de vies par an. Nous avons commencé les captations de ces gestes dits essentiels. Tout est paré pour le déploiement. Nous sommes à l'écoute de toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient rejoindre cette mission humaniste, dont le but est de sauver massivement des vies. Je vous remercie.